Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence sur l'argument écologique dans la communication. Oui, mais comment? Je m'appelle Mathieu Janik, je suis chercheur consultant en communication responsable et je suis accompagné de Valérie Martin et Magali Jalad que j'invite à se présenter. Donc, Valérie Martin, bonjour. Je suis le chef du service mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Bonjour à toutes et à tous, je suis Magali Jalad, je suis directrice des affaires publiques et juridiques à l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, la RPP, ou ARP comme vous voulez. Super, merci à toutes les deux. Alors j'ai un petit problème technique parce que moi je vois pas du tout ce que vous voyez à distance. Donc je vais faire un petit peu en aveugle. On vous a proposé une conférence en 5 points. Nous allons commencer par vous présenter le greenwashing et la communication responsable. Ça, c'est moi qui ferai cette intervention-là. Ensuite, je donnerai la parole à Magali Jalad pour qu'elle nous présente la régulation publicitaire en France, voir comment fonctionne la RPP. Puis Valérie Martin prendra la parole pour nous présenter la situation en 2020 sur les enjeux de communication responsable, à travers notamment le dernier bilan publicité environnement réalisé conjointement par l'ADEME et la RPP. Et ensuite, on vous mettra à contribution, on présentera les principaux signes de greenwashing, on vous présentera un certain nombre de campagnes, on vous proposera de réagir, de nous dire si selon vous elles respectent ou non les règles déontologiques de la profession. Et on terminera par vous proposer quelques ressources pour aller plus loin et pour approfondir ce sujet. Alors, sur le premier point, donc l'idée c'est de commencer par vous définir ce qu'est le greenwashing. Donc c'est une définition qui a été, en tout cas c'est un mot qui est apparu dans les années 80 par la jonction du mot green vert et whitewashing qui était quand on blanchissait à la chaux les murs des bâtiments qui étaient un petit peu gris. Et donc ça a donné ce terme de greenwashing avec peut-être une référence secondaire à la notion de brainwashing qui est le lavage de cerveau. Mais ça écologique réelle d'un produit ou de sa réalité de la démarche développement durable de l'entreprise. Et ça peut être aussi un message qui incite à des comportements contraires à la transition écologique. Et on en verra des exemples tout à l'heure. Et donc c'est intéressant de se demander en quoi le greenwashing pose problème. Et c'est vrai que tous les jours nous sommes exposés à des centaines, en comment on les comptabilise. On sait très bien que la publicité va enjoliver, simplifier, raccourcir, va exagérer. Et l'objectif de la pub, c'est bien de séduire le consommateur, de nous séduire, de modifier notre attitude vis-à-vis de tel produit ou tel service, et ainsi de provoquer le désir d'achat. Nous sommes tous conscients de cela. Coca nous vend du bonheur, Evian nous vend un élixir de jouvence, et certaines crèmes nous promettent de ne pas vieillir. Tout ça, on le dit, c'est de la pub, on vit au quotidien avec, et ça ne nous pose pas de problème. En revanche, et c'est la slide suivante, lorsqu'une marque transforme son packaging et passe du vert, du bleu au vert, et annonce qu'elle commercialise la première bouteille d'origine végétale, alors que seulement 20% de son plastique est d'origine végétale, là, ça pose question. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, et je vais creuser un petit peu cette notion de greenwashing et définir, en tout cas, donner un certain nombre d'explications pourquoi ces pratiques sont dommageables. Donc on passe à la diapo numéro 7. Tout d'abord, c'est l'opposition entre deux univers, une opposition frontale entre le secteur de la publicité et les enjeux, l'esprit du développement durable. D'un deux côtés, on a la pub qui va promouvoir l'éphémère, la séduction, qui va susciter des désirs individuels, si possible illimités, nous inciter à acheter immédiatement. Et de l'autre côté, on a une approche qui est plutôt tournée sur l'information, la réflexion avant l'achat, sur l'analyse, sur la notion de bien commun et de définition d'un produit le plus durable possible. Donc ça, c'est la première chose, c'est cette opposition frontale qui a fait beaucoup de dégâts, notamment au début des années 2000, où on avait les premières campagnes de publicité sur ces thématiques de développement durable, et c'est là qu'on a eu la première grande vague de greenwashing en France.
Un autre élément qui pose question, c'est cette dimension collective de l'argument écologique. C'est-à-dire que quand une marque nous propose une lessive et qu'elle nous dit que ce sera encore plus de fraîcheur, ça n'engage que le consommateur. Et moi, si j'achète cette marque-là et que je suis convaincu derrière que mon linge est plus frais, bah, très bien. En revanche, quand une marque annonce que l'écologie, c'est le moment d'en parler moins, d'en faire plus, et propose une lessive apparemment ou soi-disant moins impactante, là, d'un seul coup, je ne suis pas le seul impliqué dans cette promesse, mais c'est, par exemple, dans ce cas-là, l'écosystème qui est d'un seul coup associé à cette promesse publicitaire. Donc, on a une dimension qui est collective et qui doit interroger. Sur la diapo suivante, il faut aussi avoir en tête que le greenwashing, en tout cas ces pratiques-là, sont un frein au déploiement de véritables éco-innovations. Vous avez un exemple là de 2 visuels qui sont très très semblables. Dans un cas, à droite, c'est pour un produit bio, labellisé bio. Pour l'autre, il n'y a pas de labellisation, même s'il y a des efforts pour avoir une naturalité un peu plus importante. Mais pour le consommateur, on a l'impression que les 2 produits sont au même niveau de responsabilité. Donc le greenwashing va leurrer le consommateur et représente une forme de concurrence déloyale vis-à-vis de marques qui s'engagent de manière plus profonde et qui communiquent de manière juste et proportionnée. Le greenwashing va également contribuer à la perte de confiance entre les consommateurs et les entreprises. En effet, ces pratiques abusives suscitent le cynisme et le doute de la part des consommateurs quant à l'ensemble des prises de parole des entreprises. Enfin, slide suivante, comme le montrent ces quelques exemples-là que je vais détailler rapidement, les pratiques de greenwashing entraînent une certaine confusion dans l'esprit du public sur la réalité des efforts à entreprendre. Le greenwashing peut donner des fausses pistes ou donner l'impression qu'il est facile d'agir sur les problématiques écologiques. Par exemple, l'exemple à droite, avec ce spot pour un déodorant qui est de taille réduite, compressé, le message publicitaire était « Libérons la planète des émissions de CO2 ». Comme si, en achetant ce produit-là, on allait économiser toute cette pollution-là qui apparaît en haut de l'image. Donc bien sûr, c'est pas aussi facile que cela. La publicité à gauche pour les trottinettes en libre service dans les villes, voilà, des véhicules respectueux de l'environnement, non, tout dépend quels sont les indicateurs que l'on prend. Et puis au centre, une publicité automobile, on donnera d'autres exemples, où on vous dit que continuez à vous faire plaisir entre sensibilité environnementale et le plaisir de conduire. Voilà, choisissez cette voiture. Inutile de réfléchir à vos modalités de déplacement, vous pouvez tout simplement acheter celle-ci et continuer à appuyer sur le champignon. Voilà, enfin, et c'est la slide suivante, le greenwashing provoque des conséquences pour les entreprises et les organisations. Lorsque vous êtes attrapé, on va dire, lorsqu'on vous accuse de greenwashing, cela porte atteinte à votre réputation. Votre marque employeur peut être écornée, donc ça peut faire partir ou en tout cas mettre mal à l'aise vos collaborateurs ou certaines personnes qui pourraient avoir envie de venir travailler chez vous pourraient changer d'avis. Vous pouvez être contraint de passer en communication de crise. Et puis ça peut aussi générer des tensions internes entre les équipes qui sont chargées de la démarche responsable et celles de la communication et du marketing. Et donc vous avez, par exemple, en termes d'atteinte à la réputation, vous avez les prix Pinocchio qui ont été relancés l'an passé, qui sont bien connus pour cela. Et donc sur la slide 11, je rappelle que le paysage économique, social, environnemental est en profonde mutation et je crois que les différentes conférences qui sont prévues, enfin qui ont été délivrées hier, ce matin et puis qui sont prévues demain, à l'occasion de ce World Forum, démontrent bien que nous sommes face à une profonde mutation et la communication doit également évoluer vers une communication plus responsable. Et ça sous-entend quatre leviers d'action, une ouverture aux parties prenantes, le choix des actions, l'évaluation et la réduction des impacts de ces actions, et puis un engagement sur les messages. Et c'est vraiment sur ce dernier point que porte notre conférence ce matin, cette question des messages et du greenwashing. Et soyons bien clairs, c'est la slide 12,
communiquer sur sa démarche RSE, sur ses innovations, produits et services, sur tous les efforts que l'on réalise en tant que grande entreprise ou PME ou ETI. C'est légitime et c'est même fondamental. On a besoin de la communication, de la publicité pour lancer, faire connaître un nouveau produit ou service. C'est utile pour consolider l'image de la marque. C'est très important aussi de communiquer sur ces innovations ou ces nouveaux produits pour valoriser les équipes qui ont été impliquées. La publicité, la communication participe aussi à la sensibilisation, à l'engagement des différents publics, que ce soit en interne ou en externe. Donc notre discours ici n'est pas de dire qu'il ne faut pas communiquer, mais qu'il faut communiquer avec mesure et cela demande un certain savoir-faire. Donc notamment écouter avant d'agir, agir avant de communiquer, ça c'est un des basiques. Communiquer sur des actes et des progrès significatifs, ne pas transiger sur la véracité, la clarté, la proportionnalité des messages, et puis faire preuve de pédagogie et d'humilité. L'humilité, c'est encore quelque chose qu'on a du mal à voir dans le secteur de la pub, mais je pense qu'on va y venir. Et pour terminer cette première partie, je souhaitais vous parler d'un exemple qui date un petit peu, mais qui illustre bien les efforts, par exemple, d'une marque et au-delà les impacts que peut avoir sur tout un secteur une communication maladroite. Donc, en l'occurrence, il s'agit de la publicité pour la lessive Le Chat, éco-efficacité. Donc, en 2009, la marque a sorti une grande campagne d'affichage. Alors, 2009, on est à la fin des années 2000, on est après le Grenelle de l'environnement, il y a vraiment beaucoup de discours sur cette thématique de l'environnement et du climat. Et la marque se positionne en disant, bon allez, l'écologie, c'est le moment d'en parler moins et puis d'en faire plus. Et regardez, nous, on a sorti le chat éco-efficacité avec des tensioactifs d'origine végétale, biodégradables et efficaces même en eau froide. Bon, cette publicité a été extrêmement mal reçue par les acteurs du secteur de la communication et de la publicité responsable, qui ont repéré plusieurs incohérences et plusieurs problèmes. Bon, le fait de se positionner sur une posture de on est les meilleurs, ça déjà c'est pas bon signe. Utiliser la couleur verte et puis promouvoir un produit qui, même s'il a été primé au niveau européen pour ses qualités environnementales, disons son moindre impact environnemental, n'était pas détenteur de l'écolabel européen qui fait référence sur cette gamme de produits. Donc la marque a été surprise parce que ça faisait plusieurs années qu'ils travaillaient sur la composition du produit et ils n'ont pas compris qu'on puisse leur faire ce type de reproche. Donc ils ont essayé de retravailler leur campagne, de relancer, rebelote, ils ont à nouveau été critiqués et donc finalement ils ont décidé tout simplement de stopper leur campagne. Donc l'arrêt de cette campagne a eu des impacts bien sûr pour la vente de ce produit-là, mais également pour les ventes des autres lessives éco-responsables. Parce que les marques comme Rainette, Maison Verte, etc. n'ont pas les moyens d'investir dans des campagnes de publicité massive. Et à chaque fois qu'il y a une campagne d'un grand acteur comme Henkel, en l'occurrence, une fois qu'on est dans le rayon, le consommateur a été touché par la publicité et ensuite en rayon, il peut faire son choix pour une autre marque. Et donc, en général, ces campagnes-là servent d'autres produits. Et le fait d'avoir arrêté cette campagne, ça a provoqué une baisse des ventes chez Henkel, donc les ventes du chat, mais également les ventes des autres lessives éco-responsables. Donc ça, c'est un peu triste de voir que, quelque part, des critiques contre une campagne pour raison de greenwashing a provoqué l'augmentation des ventes de produits moins responsables. Voilà. Donc Henkel, ils ont arrêté leur campagne, ils se sont posé des questions et dans un premier temps, ça a été, puisque c'est comme ça, nous on communique plus, on reste dans notre coin et puis on attend de voir ce qui se passe. Et il leur a fallu plusieurs années, 5 ans, avant de repartir publiquement en communication sur ce produit-là. Et ça s'est fait à travers une double démarche. Une première démarche d'amélioration de la composition de leurs produits avec la volonté d'obtenir l'écolabel européen pour le produit. Et la deuxième, c'était une ouverture aux parties prenantes avec des échanges avec des experts du développement durable de la publicité responsable, avec davantage une meilleure écoute des consommateurs et la production, in fine, de cette campagne de droite que vous voyez,
qui mettait en avant l'écolabel et qui avait une posture beaucoup plus humble, puisque là, le message, c'était de dire l'écolabel garantit une lessive qui est dure avec les tâches et plus douce avec la planète. Donc, on n'a pas le produit qui va sauver le monde, mais on a un produit qui, un, est efficace et deux, est moins impactant. Et en plus, cette campagne permettait de valoriser l'écolabel. Cet écolabel, on le retrouve sur des lessives, mais également sur tout un tas de produits du quotidien. Donc, une campagne comme ça qui valorise l'écolabel sert aussi d'autres secteurs. Et cette campagne de publicité a été accompagnée d'un site web qui proposait des conseils pratiques aux consommateurs. Donc la marque avait enfin compris que le produit c'est une chose, mais que l'usage du produit a également un rôle important dans l'impact environnemental d'un produit. Et donc, il convenait de donner des conseils pratiques et d'accompagner, de comprendre les pratiques des consommateurs et ensuite de leur proposer de faire différemment, de laver leur linge différemment avec ce produit-là. Donc, ça a été une démarche complète qui a bien fonctionné. Donc voilà, c'est un exemple pour dire qu'il n'y a pas de fatalité par rapport on peut faire de belles campagnes de publicité qui sont engagées pour des produits qui sont plus respectueux, mais qu'il faut le faire dans les règles. Et je vais justement laisser la parole à Magali Jalad pour nous présenter le dispositif de régulation publicitaire en France. Merci Mathieu. Donc pour vous présenter le dispositif de régulation publicitaire et l'ARP, là, je ne voyais pas l'écran. Donc peut-être faire un petit point. Donc l'ARP, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité qui existe depuis 1935. Donc peut-être pour faire quelques précisions historiques, mais bien sûr brièvement, parce que je ne peux pas développer 85 ans d'histoire, ça ne serait pas possible ce jour, mais sachez, c'est 85 ans d'histoire et 85 ans aussi d'expérience qui confèrent forcément à l'ARP une expertise dans le domaine de la publicité. Donc, dès le début du XXe siècle, sous l'influence des pratiques, c'est sur la slide suivante, s'il vous plaît. Dès le début du XXe siècle et sous l'influence donc des pratiques américaines, les professionnels de la publicité se sont organisés, se sont regroupés pour défendre les intérêts tant au niveau national qu'au niveau européen. Le principe, c'était d'imposer justement les grands principes du droit aujourd'hui, que ce soit du droit dur ou du droit souple, qui sont de véracité et de loyauté. Et en 1935 a été créé l'Office de contrôle des annonces, donc qui est l'ancêtre de l'ARP, pour délivrer des avis sur la moralité et la légalité des annonces publicitaires. Mais en 1937, le premier code, on va dire la première règle déontologique, un code de bonne pratique en publicité, a été élaboré au sein de la Chambre de commerce internationale, donc avec des règles de bonne pratique qui ont vocation à s'appliquer au niveau international et qui sont d'ailleurs très très importantes puisqu'elles constituent le socle de règles communes à l'ensemble des pays européens qui disposent aussi d'un système d'autorégulation, mais également au-delà de l'Europe. Et en France, les bonnes pratiques ont été déclinées dans des recommandations avec des engagements toujours plus forts et plus concrets. Mais par exemple, la Suède utilise exclusivement ce code donc ICC, donc de la Chambre de commerce internationale, pour réguler la publicité dans le pays, en sachant que bien sûr depuis 1937 ce code ICC a été revu régulièrement et la dernière version date d'à peine 1 an et demi. Ensuite, toujours historiquement, donc évidemment pendant la guerre, l'Office de contrôle des annonces a été mis en sommeil, mais ensuite, avec les 30 glorieuses qui propulsent donc la France dans une société de consommation, l'Office de contrôle des annonces devient le bureau de vérification de la publicité. Qui avait pour objet statutaire de mener une action en faveur d'une publicité loyale, véridique et saine et responsable, qui est toujours d'ailleurs l'objet statutaire de l'ARP aujourd'hui. Et en 1968, avec l'arrivée donc de la télévision, le BVP a été associé à la commission de visionnage qui dépendait
de ce qui précédait le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et le BVP donc participait à ces commissions de visionnage jusqu'à ce que la télé, donc en tout cas le contrôle a priori qui était assuré par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, soit confié à l'autorégulation, et donc plus particulièrement au Bureau de vérification de la publicité, au BVP, et donc à l'ARP bien sûr. Donc ça c'est depuis 1992. 1992, qui est aussi une année importante, puisqu'en fait, au niveau de l'Alliance, il y a eu une création d'Alliance européenne de l'éthique en publicité qui réunit tous les homologues de l'ARP, donc tous les systèmes d'autorégulation des pays européens, qui les coordonne et qui permet aussi le traitement des plaintes transfrontalières, donc, et les échanges entre les différents pays. La première recommandation à l'ARP donc, qui a été élaborée, c'était dans les années 68, et c'était pour donc, la Fédération de la beauté. Donc il y avait beaucoup de publicité à l'époque avec des produits élixirs de jouvence ou autres. Et donc c'était pour traquer justement la mauvaise publicité et ne pas porter atteinte à l'image de la publicité en général et de l'interprofession qui, vous l'avez compris, donc c'est organisé depuis 1935 et c'est l'ARP qui veille sur le contenu des messages publicitaires, mais également sur son acceptabilité, en conciliant à la fois la liberté d'expression et le respect des consommateurs citoyens. Donc l'ARP, c'est toujours une association de 1901, comme à l'époque l'Office de contrôle des annonces, puis après le Bureau de vérification de la publicité, et depuis 2008, donc la RPP. C'est une association qui est présidée par une autre personnalité indépendante depuis déjà fort longtemps, puisque depuis les années 70. Et elle réunit tous les acteurs d'un métier, donc le métier de la publicité, donc à la fois les annonceurs, les marques, les agences, tous les prestataires technologiques qui conseillent les marques, et bien sûr tous les supports publicitaires. Elle exerce donc sa mission notamment en élaborant avec les acteurs de la publicité, donc ces acteurs-là, des règles déontologiques que l'on appelle des recommandations, qui sont contenues dans le code de l'ARP et qui constituent un outil de référence pour la profession, et qui sont des règles qui sont co-construites avec la société civile dans le cadre de ce dispositif de régulation professionnelle de la publicité qui est donc concerté avec la société civile. Parce qu'en 2008 a été créé donc 3 instances, enfin 2 instances plus celle qui préexistait, qui était le Conseil de l'éthique publicitaire, pour justement cette ouverture à la société civile. Et l'ARP s'appuie donc pour son fonctionnement sur ces instances qui contribuent à ce dispositif de régulation professionnelle de la publicité. Donc le Conseil de l'éthique publicitaire, qui est l'instance de réflexion et d'anticipation sur les valeurs de la société, le Conseil paritaire de la publicité, qui regroupe les représentants des associations de consommateurs environnementales et sociétales, et les représentants des professionnels, donc toujours cette tripartite, annonceurs, agences et tous les médias. Et le Conseil paritaire de la publicité intervient avant la rédaction des règles déontologiques, donc des recommandations, ou leur mise à jour. Il délivre un avis qui est systématique, obligatoire, avant la création de la mise à jour des recommandations. Il exprime les attentes des parties prenantes, à la fois donc ces attentes bien sûr, mais aussi après audition à la fois des associations non membres, d'experts, mais également d'autorités, de ministères, pour faire évoluer les règles et répondre aux préoccupations. Alors toutes les recommandations, dont la recommandation développement durable, sont issues de ce dialogue et de cette concertation avec la société civile et les parties prenantes. Mais in fine, les règles elles sont donc écrites par les professionnels qui doivent respecter les préconisations de l'avis rendu par le Conseil paritaire de la publicité, un conseil qui est d'ailleurs statutairement et obligatoirement présidé par un représentant des associations.
Et donc, évidemment, ces professionnels rédigent au regard donc, de l'avis rendu par le CPP la nouvelle règle ou font une mise à jour d'une règle existante. Et à défaut, bien sûr, ils doivent s'en expliquer et s'en expliquer publiquement. Donc, c'est encore jamais arrivé. Ils respectent pour l'instant toutes les préconisations contenues dans les avis du CPP. Donc, adopter donc, des règles, c'est bien, mais encore faut-il pour les diffuser et surtout veiller à leur bonne application de manière à la fois régulière et transparente. Sinon, ça n'aurait évidemment que peu d'intérêt. Donc, elles sont largement diffusées par des démarches de pédagogie, des formations et des accompagnements auprès des acteurs concernés. Il y a également des infographies animées qui ont été déclinées pour permettre justement une meilleure connaissance de ces règles déontologiques par tout public. Et c'est important parce que le public en général doit avoir connaissance de ces règles, notamment parce que toute personne physique ou morale, donc ce soit un particulier, une association, une autorité, une administration, un ministère donc, ou un concurrent ou une société peuvent se plaindre auprès du jury de déontologie publicitaire qui est donc la troisième instance associée au dispositif de régulation professionnelle de la publicité. C'est un jury qui est composé de personnes totalement indépendantes de la profession et des parties prenantes, et ils doivent d'ailleurs être à même de pouvoir le justifier en signant des documents en ce sens. Il est présidé, vice-présidé par 2 magistrats. Et puis évidemment, il traite les plaintes qui lui sont adressées au regard d'une publicité diffusée et j'allais dire depuis moins de 2 mois, mais surtout au regard des règles déontologiques, puisque s'il s'agit des règles de droit dur, ce sont les tribunaux qui sont compétents. Donc, ce jury a été renforcé par un réviseur de la déontologie pour faire appel des décisions donc, depuis 2015 maintenant. Donc pour assurer justement le contrôle de la bonne application de ces règles, aux côtés du jury de déontologie publicitaire, donc c'est la slide effectivement qui suivait, l'ARP et le travail quotidien de l'ARP, c'est de mener une action préventive, c'est-à-dire d'intervenir avant la diffusion des publicités. Avant la diffusion des publicités de 2 manières, c'est-à-dire qu'il y a des avis qui sont systématiques et qui sont rendus pour tout ce qui est diffusé dans les écrans publicitaires télé et sur les services de médias audiovisuels à la demande. Et ensuite, il y a un avis, enfin un conseil pour tous les autres médias. C'est un conseil qui est facultatif, qui est à la demande de toute personne. Mais on encourage bien sûr tout le monde à venir le plus tôt possible lors de la création d'une publicité, parce que si c'est le média qui nous consulte, donc un afficheur par exemple, avant la diffusion de la publicité, ben, ça peut poser quelques difficultés évidemment pour revoir une publicité qui est finalisée. Et, donc ces conseils qui sont délivrés, ils sont sur tous les médias. Donc il n'y a pas de distinction, y compris le numérique. Et donc ça, c'est le travail quotidien de l'ARP qui consiste à analyser 47 000 publicités, en tout cas en 2019, c'était 47 000 avant la diffusion. Mais aux côtés du travail de jury, qui lui traite donc des plaintes qui lui sont adressées, l'ARP fait aussi un travail après diffusion, notamment au moyen de bilans d'application des recommandations, mais également d'observatoires. Les bilans d'application des recommandations, comme toutes les activités de l'ARP, sont certifiées ISO, mais ces bilans d'application, ils ont pour objet de faire vraiment de la pédagogie, c'est-à-dire que ce soit les bilans ou les observatoires, l'ARP va intervenir auprès des auteurs des manquements, leur demander de ne plus diffuser la publicité, leur expliquer en quoi effectivement la publicité n'est pas conforme et demander des modifications dans ce cadre-là. Donc le bilan sur la recommandation de développement durable de l'ARP, c'est un bilan qui est réalisé conjointement par l'ADEME et l'ARP depuis plus de 10 ans désormais.
dont Valérie vous parlera tout à l'heure. C'est un bilan qui est important, comme tous les bilans d'ailleurs qui sont réalisés au regard de l'application des recommandations. Ils sont souvent partagés avec des membres aussi de la société civile, dans le bilan par exemple sur les comportements alimentaires avec le président du Conseil paritaire de la publicité, qui est toujours donc un représentant des associations, et là c'est un représentant des associations familiales, mais on a également un bilan sur la langue française avec le ministère de la Culture. Il y en a un autre qui est avec une convention de partenariat sur les jeux d'argent, donc avec l'autorité de régulation des jeux d'argent, qui a changé de nom récemment, mais qui régule donc les jeux d'argent. Et les observatoires, eux, donc, se déclinent d'une manière un peu différente, puisqu'on a un observatoire sur les pratiques publicitaires digitales, qui a pour mission principale en fait de faire un état des lieux des pratiques et d'intervenir auprès des auteurs de manquements de manière à faire de la pédagogie aussi, j'allais dire, comme les bilans, mais aussi de toujours encourager les actions d'amélioration. Donc, ce sont des observatoires qui sont suivis d'actions d'accompagnement auprès des auteurs des manquements qui sont relevés. On a introduit il y a très peu de temps, c'est tout récent, hein, ça date de cette année, Invenio, qui est une démarche d'intelligence artificielle qui nous permet de faire remonter justement les manquements qui seront ensuite analysés bien sûr par les juristes à l'ARP, mais qui nous permet d'aller plus vite et surtout d'avoir un contrôle un peu plus étendu sur le média numérique. On déploie également un observatoire sur le marketing d'influence et un sur la représentation féminine et masculine en publicité télé. Donc tout ce travail, c'est vraiment le travail quotidien de l'ARP. Et comme vous avez pu le noter, effectivement, à travers cet exemple, c'est de demander les modifications des publicités. Donc on le voit bien ici, les termes qui ont été utilisés ont été nuancés pour être proportionnés. Donc là, je vais rentrer un peu plus en détail sur la recommandation en question. Donc, recommandation développement durable. Donc, toutes les règles qui sont adoptées au sein de l'ARP par l'interprofession et co-construites avec la société civile, ce sont des règles de droit souple. Donc, des règles de droit souple dont l'importance a été réaffirmée par le Conseil d'État dans son étude sur le sujet en 2013, qui a reconnu l'efficacité du dispositif mis en place par l'ARP avec les instances associées à ce dispositif. Et comme le relève le Conseil d'État, le droit souple permet à la fois d'offrir une alternative au droit dur, donc une alternative qui peut être pérenne, c'est-à-dire qui peut être préférable selon les domaines concernés, ou bien sans remettre en question évidemment la centralité du droit dur, elles peuvent permettre de le compléter, de l'accompagner, de clarifier certains points et de mettre en œuvre justement ce droit dur. Donc c'est quand même une autorégulation qui est largement reconnue au niveau européen, puisqu'elle est citée par des directives majeures comme la directive pratiques commerciales déloyales, ou plus récemment celle sur les services médias audiovisuels qui doit faire l'objet d'une transposition. Ce sont des règles qui sont regroupées dans le code de l'ARP. Elles sont au nombre de 30 aujourd'hui, avec 17 recommandations sectorielles et 13 qui sont des recommandations transversales, dont la recommandation développement durable, une recommandation dont la première version date de 1990 et qui était relative aux arguments écologiques. En 2009, là c'est sur la slide suivante, en 2009, à la suite du Grenelle de l'environnement et après justement la mise en place de ce dispositif complet en 2008 avec le jury de déontologie publicitaire et le Conseil paritaire de la publicité, a été donc créée la recommandation qui a été actualisée au fur et à mesure et dont la dernière version est applicable depuis le 1er août 2020 avec une infographie animée qui est jointe donc sur la présentation, mais qui elle concerne la précédente version de la recommandation, donc c'est juste avant. L'infographie, je ne sais pas si on peut la lancer. C'est sur la slide avant. Non, juste celle d'après, voilà. Qui s'applique à toute communication.
Il y a la recommandation développement durable. Le développement durable est une démarche globale qui réunit des enjeux économiques, sociétaux et surtout environnementaux. Cette recommandation vous aide à bannir le greenwashing de vos créations publicitaires. Alors, que dit-elle? Règle numéro 1. La présentation du bénéfice environnemental ne doit pas être excessive. Toute activité humaine a nécessairement un coût écologique. Quand on met en avant un argument écologique, l'allégation doit être proportionnée. Le produit n'a qu'une propriété environnementale? Je ne mets en avant que cette propriété sans la globaliser à l'ensemble du produit. S'il en a plusieurs, j'exprime leurs bénéfices sans excès dans le message. C'est excessif de dire qu'un produit est respectueux de l'environnement ou qu'il protège la planète. Peu de produits peuvent se prévaloir de tels qualificatifs. Règle numéro 2. L'argument environnemental doit être explicite. Certaines promesses environnementales sont complexes, comme compensation carbone ou investissement socialement responsable. Alors, j'explique les termes et je renvoie si besoin vers un site internet. Si je dis que mon produit est plus écologique, car le conditionnement provient de matériaux recyclés, je précise que cette qualité vise le conditionnement. Je ne dis pas non plus qu'une voiture électrique n'émet pas de CO2. C'est incomplet. Je précise que cela ne concerne que la phase de roulage. Si j'utilise le logo d'un annonceur, je veille à ne pas lui donner une apparence officielle. Un label délivré par les autorités publiques ne doit pas être confondu avec un label privé. Règle numéro 3. On fait attention aux signes forts. Le verre, un arbre, un ours. Attention. Certains éléments naturels possèdent un sens puissant pour le consommateur. On les réserve aux produits n'ayant aucun impact sur l'environnement. Et il n'y en a pas beaucoup. Ainsi, on évite les visuels suggestifs qui peuvent être trompeurs. On n'assimile pas une source d'énergie fossile à un élément de la nature, comme une cascade par exemple. On ne présente pas non plus une voiture verte au prétexte que celle-ci est électrique, car toutes ces présentations suggèrent que le produit n'a aucune incidence sur l'environnement. Règle numéro 4. On ne valorise pas les mauvais comportements environnementaux. Aujourd'hui, les mentalités ont changé. On est beaucoup plus vigilant sur nos comportements et leur impact sur l'environnement. En publicité, c'est pareil. Pour éviter de banaliser les mauvais comportements environnementaux, on s'interdit de les représenter. On ne présente pas un véhicule sur un espace naturel, mais sur un chemin ouvert à la circulation. Si je présente des enfants qui utilisent un tuyau d'arrosage, j'évite que cela dégénère en jeu d'arrosage, car cette présentation banalise le gaspillage de ressources naturelles. On ne met pas en avant les désagréments des transports collectifs en valorisant les transports individuels, car cela discrédite les incitations des autorités publiques. Ça vous paraît compliqué? N'hésitez pas à regarder cette vidéo à nouveau et à la partager. Besoin d'un conseil? L'ARP vous accompagne au quotidien pour une communication éthique et responsable. Toutes les infos sur www.arp.org. À bientôt. Donc cette infographie correspond donc à la précédente version de la recommandation et pas celle qui est en vigueur depuis le 1er août 2020, mais vous l'aurez compris, toutes les règles qui sont contenues sont des règles essentielles et qui sont d'ailleurs toujours d'actualité. La nouvelle version de la recommandation va faire l'objet d'une infographie actualisée, bien sûr, et cette infographie va être disponible à la fin du mois. Donc sans doute maximum, j'allais dire début novembre, mais sans doute la dernière semaine d'octobre. Alors ce qui est intéressant dans cette nouvelle version, c'est que de la recommandation, alors c'est sûr qu'il y a eu un changement au niveau des points, mais elle contient quand même toujours ces 9 points essentiels, c'est qu'elle répond à des attentes bien particulières sur les modes de consommation d'un produit ou d'un service. Donc avant tout, les modifications qui ont été apportées, c'était pour renforcer justement le point relatif aux impacts éco-citoyens de la recommandation de l'ARP en encadrant justement de manière beaucoup plus efficace ces modes de consommation. Mais également, il y a eu un ajout au préambule de la référence aux objectifs de développement durable donc de l'ONU et avec aussi en priorisant justement les impacts éco-citoyens, parce que cette recommandation, vous l'avez compris, elle se doit d'être conforme aux exigences qui ont été portées par l'avis du Conseil paritaire de la publicité après audition des parties prenantes, et il était essentiel de remonter en thème prioritaire les impacts éco-citoyens.
Ensuite, il y a eu quelques modifications sur le paragraphe véracité et proportionnalité. Et puis également un point sur la protection des espaces naturels pour renforcer justement ce point-là, c'est-à-dire on ne présente pas des véhicules sur des espaces naturels, c'est interdit, mais justement ça a été renforcé et clarifié pour dire c'est interdit et si effectivement c'est interdit, ça doit se voir. Voilà. Et voilà la manière qui est logique de faire, c'est-à-dire on doit le voir tout de suite. On ne doit pas se poser la question de savoir si évidemment ça se distingue de l'espace naturel ou pas. Voilà. Donc ça, ce sont les points. Alors peut-être la slide suivante qui fait un focus sur ce point impact éco-citoyen, donc qui est un point très important, puisque il s'agit, comme je vous disais, de renforcer la règle sur les modes de consommation d'un produit ou d'un service, et donc d'interdire tout ce qui serait une incitation directe ou indirecte à des modes de consommation excessifs et contraire donc au principe d'économie circulaire, avec à titre d'exemple la notion de gaspillage ou de mise au rebut d'un produit ou sa dégradation alors qu'il fonctionne encore pour un produit alimentaire et qu'il est encore consommable, sans justement être dans le respect des principes de l'économie circulaire. Donc voilà pour la présentation de la régulation et également de cette nouvelle recommandation. Ce que je pourrais peut-être dire pour conclure, c'est que les professionnels, ils acceptent donc d'être évidemment contrôlés, hein, puisque c'est le principe même de l'autorégulation. On travaille certes avec des acteurs responsables qui ne souhaitent pas mal faire et se lever le matin en disant tiens je vais enfreindre la recommandation développement durable de l'ARPE, bien au contraire, mais cette recommandation est effectivement assez complexe, hein, comme je pense Valérie va vous en parler par la suite, puisqu'elle va vous parler des bilans d'application. Elle est à la fois complexe, mais elle est essentielle. Donc c'est pour ça que faire de la pédagogie tous les jours et même aujourd'hui de ces règles, c'est très important auprès de tous. Et c'est vrai que les professionnels se soumettent évidemment à ce contrôle exercé par l'ARPE avec ses instances associées et qu'ils acceptent d'être cités et montrés du doigt. Mais c'est vraiment le principe donc de l'autorégulation. Voilà. Merci beaucoup. Je vais donc bonjour à tous. Je vais donc enchaîner. Je vais essayer de faire plusieurs choses en même temps. J'aimerais vous présenter aujourd'hui donc le bilan publicité et environnement. Donc moi je l'ai en vrai avec moi et donc je vous l'offre virtuellement, mais vous pourrez bien sûr le télécharger tant sur le site communication responsable de l'ADEME que sur le site de la RPP. Donc vous pourrez retrouver toutes les analyses. Alors quelle est la situation en 2020, c'est un peu le travail que l'on a fait pour ce 10e bilan qu'on a produit conjointement avec la RPP. Mathieu aussi, Janice a pu nous aider. Donc c'est un travail très collaboratif, un travail que l'on mène à peu près tous les 2 ans et qui vise à analyser les allégations environnementales contenues dans les publicités. Donc sur une période de plusieurs mois, en général on prend 4 mois et on regarde si les règles déontologiques de la profession, donc la fameuse recommandation développement durable, est respectée ou pas. Pour faire le bilan que nous venons de publier en septembre 2020, on s'est appuyé sur la recommandation développement durable précédente, celle de 2019. L'exercice que nous allons engager très certainement prochainement bien, portera celui-ci sur la nouvelle recommandation. Mais voilà, c'est un point quand même qui est important à noter parce que, comme l'a dit Magali Jalad, c'est vrai que le fait d'avoir mis en avant les impacts éco-citoyens, cette question liée à la consommation excessive, ça va changer considérablement les choses et on va pouvoir regarder comment les professionnels de la communication
et du marketing se sont appropriés ces modifications. À travers ce bilan, c'est une obligation qui avait été faite dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Avec la naissance de la RPP, il nous avait été demandé de travailler conjointement l'ADEME et la RPP pour publier ce bilan. Au départ, on avait une publication très annuelle, et puis ensuite, on avait eu un moment où on s'était rendu compte, mais c'est assez intéressant à regarder, hein, que vers 2012, 2013, voilà, petit à petit, on avait l'impression que les règles étaient, disons, mieux comprises, mieux appropriées. Donc, nous étions passés à un rythme qui était plutôt de tous les 2 ans. Aujourd'hui, quand on regarde le bilan en tant que tel, eh bien, on se dit quand même qu'il nous reste du travail. Alors, évidemment, j'ai sauté une mètre. D'abord, ce bilan, il intervient dans un contexte extrêmement particulier. On a publié en septembre 2020, mais comme vous le savez, juin a été riche en différents publications et propositions qu'elle émane de la Convention citoyenne pour le climat ou d'un collectif d'ONG qui a publié le rapport intitulé Big Corpo pour encadrer la communication des multinationales, mais également de l'étude réalisée, alors portée principalement par l'ONG Greenpeace, mais il y avait bien d'autres ONG qui étaient associées, qui disaient, qui est un rapport pour une loi E20 sur le climat. On a également en juin la remise par Thierry Libart et Géraud Guibert auprès de des ministres Poisson et Borne d'un rapport qu'elle leur avait commandité sur la publicité à l'heure de la transition écologique et qui contient là aussi 22 mesures pour faire évoluer les pratiques du secteur. En juillet 2020, on a le dépôt d'une proposition de loi pour faire de la publicité un levier au service de la transition écologique et de la sobriété et pour réduire les incitations à la surconsommation. On a également, en réponse à tout ça, la publication d'un certain nombre de tribunes, d'articles, que ce soit ceux du CEP, soit de la profession, pour justement se mettre voilà, disons, pour faire porter leur voix de façon à s'élever contre ce positionnement qui semble être contre la publicité. Je dirais juste que c'est pas pour faire interdire la publicité, mais c'est bien pour remettre en cause la publicité telle que nous la connaissons aujourd'hui, et une publicité qui ne semble pas être en cohérence avec les ambitions notamment de la stratégie bas carbone. Et donc tout ça, et Magali l'a dit, ça a été particulièrement voilà, important. Aujourd'hui, on a les états généraux de la communication où la profession se réunit, auditionne ici ou là un certain nombre de parties prenantes. On a l'analyse des propositions de la Convention citoyenne qui se font jour. Bref, on est en plein dans le sujet aujourd'hui et on le voit, si on ajoute à ça les attentes de la société civile en matière d'environnement, de développement durable, mais aussi la confiance qui baisse dans les marques. Aujourd'hui, quand on regarde les résultats de l'enquête Greenflex ADEME de 2019, il n'y a que 27% des citoyens qui font confiance aux marques. Il y en a près de 88% qui disent les marques nous poussent à la surconsommation en nous proposant toujours plus vite de produits et d'être sans arrêt dans ce renouvellement, dans cette surconsommation. Voilà, il y a des choses qui, aujourd'hui, c'est un vrai débat de société. C'est de quelle société voulons-nous demain, quelle société pour faire sens et quelle société qui soit justement cohérente avec cette ambition de neutralité carbone. Alors, j'ai pas dû bien appuyer sur le bouton. Voilà. Ben voilà, j'ai appuyé dans le mauvais sens, je vous prie de m'en excuser. Voilà, ben c'est normal puisque je suis partie dans l'autre sens. Ah, je n'arrive plus. Voilà, toutes mes excuses. Alors, sur le périmètre de l'étude. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on analyse comme publicité dans le cadre de cette étude?
on analyse les publicités qui sont diffusées dans la presse nationale grand public, on analyse les bannières Internet et l'affichage, plus les réseaux sociaux, Facebook, et cette année, pour la première fois, sur YouTube. Volontairement, on ne retient pas la télévision, puisque, de toute façon, comme l'a expliqué fort justement Magali, à partir du moment où c'est l'ARPP qui autorise ou n'autorise pas, on considère que la compétence de l'ARPP en matière de connaissance de la recommandation ne fait pas de doute. Nous avons analysé cette année 4 mois particuliers, juin, septembre, octobre et novembre 2019, et donc on s'est appuyé sur la recommandation en vigueur au moment de la diffusion de ces publicités. On vous a mis également les différents secteurs qui sont analysés, l'alimentation, l'ameublement, les appareils ménagers, l'automobile, et les transports plus largement, les bâtiments, les boissons, l'énergie, l'entretien, l'hygiène beauté et l'immobilier. Quand on va analyser les publicités, cette année, il n'y en avait pas moins de 26 000, hein, on va y revenir. On regarde d'abord celles qui sont, voilà, où il n'y a pas de problème, il faut quand même le dire, et donc qui sont parfaitement conformes à la recommandation. Et après, dans celles qui ne sont pas conformes à la recommandation, on distingue d'une part les manquements, c'est-à-dire le non-respect des normes en vigueur qui est absolument flagrant, et les réserves, où le non-respect est sans doute, alors je mets des guillemets, un peu moins grave, ou périphérique surtout par rapport au message principal. C'est ça qui est important et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce genre d'atelier, si on peut décrypter un certain nombre de pubs. Et on le voit, je pense que Mathieu l'a dit tout à l'heure, Magali aussi, il y a besoin de pédagogie, d'expliciter, de montrer comment on analyse cet ensemble. Alors, aujourd'hui, parmi les 26 000 pubs qui ont été analysées, il y en a 833 qui utilisent l'argument écologique. D'accord? En gros, ça fait 3%. C'est à peu près stable. Depuis quelques années, depuis 5-6 ans, on a quelque chose qui est à peu près stable, ça représente 3%. On aimerait bien affiner un peu pour vérifier ce chiffre de 3%, mais enfin, on peut dire que c'est correct. Sur ces 833 publicités, on a 736 publicités conformes, donc 88,4%, et 97 publicités non conformes, incluant à la fois les manquements et les réserves, donc à peu près 11,6%. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est le taux de non-conformité, où comme vous le voyez, on est parti de très très haut en 2008, il y avait une absence de cohérence, je pense, de connaissance, pardon, et on peut le dire comme ça, Magali et Mathieu, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, mais de connaissance de la recommandation, pour arriver à un taux de conformité qui était aux alentours de 2010, ben voilà, environ à 10%. Petit à petit, on a atteint un niveau en 2017 qui était autour des 6,4%, si je me souviens bien, de non-conformité. Et cette année, dans le bilan, on atteint ce chiffre de 11,6%. C'est intéressant, c'est le premier gros enseignement de ce bilan, puisque alors que le taux de conformité était en légère amélioration tous les ans depuis 8 ans, cette année, il baisse et il revient au même niveau qu'en 2010. Et donc, à partir de ce moment-là, ça signifie en plus qu'on a doublé, en pourcentage, hein, le taux de non-conformité. Et donc, là aussi, c'est quelque chose qui, pour nous, nous met un warning. Alors, ce matin, j'étais à une table ronde sur la communication responsable, en disant, mais c'est pas non plus énorme. Attention, on va voir de quoi on parle. Parce que là-dessus, il y a eu souvent des non-conformités qui étaient plutôt liées aux représentations de véhicules dans un espace naturel. Et là, cette année, ce ne sont pas ces manquements-là qui sont les premiers. Le premier argument qui est utilisé, le premier comment ça s'appelle, manquement, c'est celui du vocabulaire abusif pour 2/3 des manquements. Ce point de la recommandation développement durable relatif au vocabulaire, il est absolument pas neutre,
Et aujourd'hui, on a vu fleurir nombre d'allégations qui sont globales et comme bon pour la planète, écologique, responsable. On a même vu, parce que quand on est faux, on ne compte pas, responsable et durable, non toxique, impact positif. Je pense que le petit film et la petite infographie animée que nous a montré Magali Jalad tout à l'heure, ça, c'est très clair. Hein. Si on ne nuance pas, franchement, ça voudrait dire qu'il y a une innocuité des produits ou des services qui sont proposés. Pour nous, ce n'est pas possible. Aucun produit n'a une innocuité totale. Donc, à tout le moins, il faudrait que ces allégations-là soient relativisées. Et il y a un point que j'aimerais souligner. Quand on analyse les publicités, on analyse l'ensemble des publicités, que les produits soient des produits qui sont plus écologiques ou des produits qui nous font croire qu'ils sont plus écologiques. Pourquoi? Parce que c'est important qu'on analyse bien la publicité, nous n'analysons pas le produit. D'accord? Ça, c'est important. Voilà. Eh bien, les couches écologiques numéro 1 en magasin bio, ça ne retire en rien tous les efforts et toutes les actions qui sont menées, mais du strict point de vue de la publicité, ce sont des couches plus écologiques. De même, sur les bateaux, là, Gumotex, léger, durable, respectueux de la nature, ils vous attendent. Non, ils ne sont pas non plus respectueux de la nature. Ils sont sans doute plus respectueux, il y a des efforts qui sont faits. Et ça, il faut pouvoir le mentionner, c'est important, c'est une vraie demande qui se fait jour, tant chez le consommateur que chez les fabricants. Néanmoins, il faut pouvoir relativiser tout ça. Et pour nous, ensuite, on a une représentation. Alors, la deuxième explication, le deuxième point qu'on peut mettre en avant, le deuxième enseignement, c'est que dans les manquements, on a une présentation visuelle qui est parfois excessive. Là aussi, moi, je trouve qu'on est beaucoup sur ce que Mathieu appelait, on peut leurrer le consommateur, c'est gentiment dit, on peut même aller jusqu'à le tromper, n'ayons pas peur d'utiliser les mots. Et donc, pour une quinzaine de visuels, le manquement s'explique par la représentation visuelle ou sonore du produit-service, ou l'utilisation de signes, logos, labels non officiels, inventés parfois de toutes parts. Quand on sait combien les consommateurs ont déjà du mal à se retrouver dans la jungle des logos, on pourrait peut-être là aussi éviter de créer des nouveaux logos. Même chose, voilà, oui à l'impact positif sur la planète avec la petite terre, la petite feuille, etc. C'est une représentation visuelle qui pose interrogation. Dans la recommandation, je crois que voilà, il y a le film de Tupperware, c'est un film, on n'a pas le temps de vous le présenter aujourd'hui, mais ce film est extrêmement intéressant par le nombre de manquements qu'il cumule. Et honnêtement, c'était un film qui était diffusé sur YouTube, mais quand nous on l'a découvert, on avait les yeux un petit peu grands ouverts, hein, je dois vous l'avouer. Ensuite, ce que l'on peut voir, c'est que beaucoup des manquements proviennent de grandes marques. C'est souvent un argument qu'on nous oppose, hein, on nous dit oui, mais en fait, c'est parce que ce sont des petites entreprises voilà, qui ne connaissent pas, etc. Eh bien non, les manquements proviennent majoritairement de grandes marques et qui plus est, qui sont accompagnés aussi par des agences. Il est hors de question de dire qu'il n'y a pas une responsabilité à la fois de l'annonceur, mais aussi de l'agence. On ne peut pas dire l'un ou l'autre, on travaille main dans la main. Et il y a un moment, l'annonceur il donne le go à son agence, et à un autre moment, l'agence elle a pour devoir de lui faire part de conseils, de recommandations. Et donc, c'est vrai que c'est quand même un petit peu surprenant, alors qu'il y a des efforts de pédagogie énormes qui sont déployés, que ces entreprises sont dotées de direction RSE, eh bien, que les manquements proviennent de grandes marques. Voilà, et les services marketing, les services communication sont accompagnés par des agences conseils. Ils sont censés connaître la recommandation développement durable. Donc, c'est vrai que ça nous interroge.
nous, en nous disant, mais qu'est-ce que ça signifie véritablement? Est-ce que c'est une non-compréhension? Est-ce que c'est une volonté de non prise en compte? Est-ce que c'est une non-connaissance? Voilà, à l'heure où il y a une nouvelle recommandation, je pense qu'il est important que l'ensemble de la profession, moi aussi, hein, vous savez, côté ADEME, on fait des publicités, nous aussi, régulièrement, on les soumet à la RPP, et nous aussi, parfois, on fait des erreurs, mais voilà, on est là pour travailler ensemble, et je pense qu'il faut être capable de reconnaître que parfois, bah, c'est vrai, le stylo il ripe un peu, ou le coup de crayon, et c'est important de pouvoir avoir, en l'occurrence, les juristes de la RPP pour nous remettre dans le droit chemin. Un autre enseignement que j'aimerais partager avec vous, c'est cette question des films diffusés sur YouTube. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois qu'on a analysé des films diffusés sur YouTube. Ce sont des films publicitaires, hein, donc attention, hein, c'est important de le noter. On a étudié un peu plus de 900 vidéos, avec 3%, à peu près une trentaine, qui étaient liées à la thématique d'une façon ou d'une autre sur le développement durable. D'accord? Et là, vous allez voir par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure des chiffres globaux, on s'aperçoit qu'il y en a 15, ça représente quand même 54% du volume des films YouTube liés à la thématique développement durable qui ne respectent pas la règle déontologique. Tout à l'heure, hein, je vous rappelle, on avait en global 11,6%. Là, on est quand même à 54%. Or, on sait que, le format vidéo aujourd'hui, c'est le format qui est le plus partagé, le plus consommé, le plus apprécié. Et donc, ça doit nous inviter à agir plus spécifiquement dans ce domaine auprès des annonceurs, de leurs prestataires, mais aussi des étudiants pour qu'ils puissent changer et qu'ils puissent peut-être aussi aller demander à la RPP un certain nombre de conseils. Et je pense que certaines marques, alors quand on leur a écrit à ces marques, puisque quand on travaille sur le rapport, on identifie comment ça s'appelle, les publicités qui vont être en manquement ou en réserve, et ensuite il y a une lettre pédagogique qui leur est faite de façon à leur laisser la possibilité de s'expliquer, etc. Donc là, le devoir de pédagogie, pour pouvoir leur faire comprendre les choses, a été réalisé. J'ose espérer qu'ils pourront entendre raison et qu'ils auront compris les éléments qui auront été présentés dans ces courriers et que donc nous ne les retrouverons pas l'année prochaine dans le bilan. En tout état de cause, il est important pour nous que l'ensemble de la profession soit sensibilisée au respect des règles déontologiques. Ce sont des règles indispensables à connaître. C'est un sujet extrêmement sensible que cette question du développement durable. C'est un sujet qui n'est pas simple à aborder. Si on n'en comprend pas les tenants et les aboutissants, on ne peut pas bien communiquer dessus, on ne peut pas faire notre rôle de conseil quand on est une agence ou quand on est un communicant. Et donc ça pose là aussi la question des communicants et de la façon dont ils appréhendent ces problématiques. Troisième et dernier enseignement, c'est la vigilance sur les publi-reportages pour des produits plus vertueux. Là aussi, c'est la même chose que sur YouTube. On constate un nombre significatif de non-conformités qui ont été relevées dans des insertions presse et notamment dans ces fameux publi-reportages. Et là, on n'a pas 54%, mais on a quand même 37% de non-conformité, ce qui est important. Il n'y en avait pas du tout en 2017 de non-conformité. Donc là aussi, c'est un format qui est particulièrement intéressant, un format qui est particulièrement adapté pour faire de l'information plus pédagogique sur le produit, sur une démarche également d'entreprise. Et donc on rappelle qu'il est important que les allégations ne soient pas globalisantes. Hein. Vous voyez là une culture responsable, s'engager au quotidien de même. Quand on raconte l'histoire, même, il est important qu'on ait en tête ces recommandations de développement durable et les différents points à respecter. Donc là aussi, que le vocabulaire puisse rester mesuré. Donc, clairement, parce que je vois l'heure qui tourne, les résultats de ce 10e bilan, ils ne sont pas bons.
voilà. Ils interrogent sur... alors, est-ce que c'est la capacité des acteurs à se mobiliser réellement pour promouvoir des imaginaires qui soient plus compatibles avec la transition écologique et la lutte contre le changement climatique? En tout état de cause, pour nous, c'est un gros point de vigilance. On va mettre en place, justement, il y a depuis le 1er août, cette recommandation développement durable, cette nouvelle recommandation durable est en place. Elle est plus exigeante et c'est vrai que là, on se dit, il y a un saut à faire, il y a certes besoin de pédagogie, mais il y a aussi besoin d'une véritable appropriation et de comprendre que l'on peut faire de la belle publicité, même en respectant ces recommandations, cette recommandation développement durable et ces règles déontologiques. Nous, en tout cas, on y sera particulièrement vigilants et on encourage l'ensemble des marques et de leurs agences à faire preuve de pédagogie, à partager ces recommandations, à les expliciter, de même que dans les écoles de communication, de marketing, de publicité, de façon à ce que ça n'apparaisse pas comme étant une règle en plus, entre guillemets soupir, à respecter, mais quelque chose qui fait partie de notre responsabilité de communicants. Merci Valérie, merci Magali. Donc je vous propose de poursuivre justement avec une séquence pédagogique où je vais répéter encore certaines choses qu'on a vues tout à l'heure. Face à cette complexité de la recommandation de développement durable, nous avions travaillé avec la RPP, l'ADEME, lors du bilan précédent qui avait été publié en 2018, sur une catégorisation simplifiée des différents signes de greenwashing. Et on était arrivé à 4 grandes familles, donc c'est page 36 de la présentation, les principaux signes de greenwashing. Donc on avait mis dans un gros paquet tout ce qui est promesses mensongères ou disproportionnées, un deuxième paquet sur l'absence de précision, le fait qu'un message parfois est incompréhensible, et je vais vous donner des exemples à chaque fois, la question de la présentation visuelle ou sonore suggestive, et puis en quatrième, la banalisation de comportements négatifs ou le dénigrement de comportements positifs. Donc cette catégorisation avait été faite avec l'ancienne recommandation de développement durable. Là, il va falloir que j'actualise cette catégorisation pour faire remonter en premier, dans le premier paquet, la banalisation de comportements négatifs ou le dénigrement de comportements positifs, mais ça ne change rien, bien sûr, au fond. Donc je vais vous présenter quelques exemples pour chacune de ces catégories de publicité non conforme, et ensuite on vous propose en fait de vous projeter d'autres exemples. Ce sera à vous de nous dire si vous estimez que le visuel en question est conforme ou au contraire s'il est non conforme, et dans ce cas-là, donc tout ça, ça pourra se faire par chat. Donc quelques exemples pour illustrer et appuyer encore davantage sur cette catégorisation par rapport à ce qui a été dit auparavant. Donc le cas de la promesse mensongère, donc ça c'est sur la slide suivante, la page 37. En bas à gauche, vous avez une campagne, c'est intéressant aussi d'aller voir ce que font nos voisins, même si bien sûr la reco ne s'applique pas, mais ça pourrait, on est souvent sur des marques internationales, donc c'est intéressant. Donc là, c'est une marque de café qui vantait des capsules 100% biocompost pour toute la Belgique. C'était un spot publicitaire. Et il se trouve qu'au moment de la diffusion du spot, il y avait la moitié de la Belgique qui n'était pas encore équipée de toute la filière pour collecter et recycler ces capsules-là. Donc il y avait une partie de la population belge qui ne pouvait pas mettre dans les bacs de compost qui étaient collectés au niveau de chaque commune. Donc en fait, cette publicité, c'était une promesse mensongère pendant quelques mois, le temps que la filière se mette en place. Donc ça arrive parfois que la communication se fasse en avance de phase par rapport à la réalité du terrain.
Et le deuxième exemple, et on en a vu, voilà, Valérie en a présenté plusieurs, sur cette promesse disproportionnée. Donc ça, c'est un cas qui a été jugé par le jury de déontologie publicitaire et qui a été intégré au bilan. Donc c'est la nouvelle agriculture, la marque des agriculteurs qui annonce « Je m'engage pour une agriculture responsable et vous ». Et comme vous l'avez compris, la marque aurait dû écrire « Je m'engage pour une agriculture plus responsable ». Ça, c'est pour la première famille d'exemples. La deuxième famille sur la diapositive 38, c'est l'absence de précision ou un message qui est difficilement compréhensible. Donc vous avez à droite un visuel d'une campagne Suez au moment où ils ont lancé leur nouvelle marque, leur nouvelle signature de marque prêt pour la révolution de la ressource. Il y avait une série de visuels et celui-ci qui nous disait pour avoir de l'eau même en cas de sécheresse, on peut réalimenter les nappes phréatiques. Êtes-vous prêt à la révolution de la ressource? Voilà, ça, quand on regarde, quand on lit ce slogan-là, on ne comprend pas bien le lien entre Suez et puis l'eau en cas de sécheresse et réalimenter les nappes phréatiques. C'est pas très clair, donc ce visuel avait été écarté. Et puis à gauche, vous avez un visuel d'un projet de campagne pour une ONG que vous reconnaîtrez aisément. Et c'est important d'avoir aussi des exemples qui proviennent d'acteurs socio-économiques autres que d'entreprises privées, parce que la recommandation de développement durable s'applique à tous les acteurs, que vous soyez public ou privé, engagé ou pas. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Et donc dans ce projet d'affiche, qui bien sûr a été transformé par la suite, il était marqué « Agissons ensemble pour inverser le changement climatique ». Et inverser le changement climatique, c'est pas possible, on ne comprend pas. Donc finalement, cette accroche-là avait été transformée. La troisième famille, c'est la présentation visuelle ou sonore suggestive. Et donc vous avez deux cas. Vous avez le cas de gauche où c'est l'assimilation directe de votre produit ou service à un élément naturel. Et donc là, vous avez un avion Airbus qui est découpé, dessiné par une forêt tropicale et donc qui laisse sous-entendre que l'avion lui-même, son usage, sa conception, sa fabrication, son démantèlement, enfin sa fin de vie, n'ont aucun impact. Donc ça, c'est bien sûr interdit. Et puis sur la droite, c'est un des cas que nous avons repéré dans le cadre du bilan 2019, qui a été publié donc le mois dernier, ou Saint-Hubert végétal. Alors effectivement, il y a une innovation produit sur des yaourts à base de végétal qui sont en plus labellisés agriculture biologique. Donc l'innovation est là, le produit est effectivement moins impactant, mais la publicité qui promeut ce produit-là va trop loin, avec notamment une espèce de Superman vert qui va sauver la planète. Voilà, donc là ça va trop loin. Et ça peut être aussi une présentation sonore, puisque dans certains cas, notamment dans le bilan, on avait des spots avec des chants d'oiseaux qui étaient vraiment excessifs. Et la dernière catégorie donc, se sépare en deux. Donc, catégorie 4, première partie, la banalisation de comportements négatifs pour l'environnement. Et Valérie en a parlé tout à l'heure, ces fameux véhicules qui circulent hors des voies de circulation. C'était quelque chose qu'on voyait fréquemment. On en a encore retrouvé une dizaine cette année, mais c'est beaucoup moins qu'il y a 2 ans. Mais là, il faut effectivement être vigilant là-dessus. Et ensuite, slide suivante, le dénigrement de comportements positifs pour l'environnement, en tout cas de comportements qui sont promus par les pouvoirs publics. Cet exemple-là est assez significatif, où on vous proposait d'acheter un véhicule pour ne plus être serré dans les transports en commun. Donc voilà, ça c'est un argument qui dénigre une pratique éco-responsable, et c'est bien sûr interdit. Donc on arrive à la phase où, slide 42, où on va vous proposer, on en a sélectionné 20, assez différentes,
les unes des autres, de différents secteurs. L'idée, c'est que vous puissiez réagir par chat. Si vous mettez des plus, c'est que la campagne, selon vous, respecte les règles. Si vous mettez des moins, c'est plutôt qu'elle ne les respecte pas. Et dans ce cas-là, c'est bien de nous préciser ce qui pose problème selon vous. Tel mot, tel argument, telle image, tel visuel, voilà. N'hésitez pas. Et on va essayer de faire ça en direct. J'espère que ça va fonctionner. Il y a pas mal de ces visuels-là qui proviennent en fait des avis du jury d'ontologie publicitaire ou du bilan ou des bilans précédents. Donc on va commencer slide 43. Alors ça, c'est une plainte que j'ai déposée très récemment auprès du jury, donc je n'ai pas encore la réponse, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, et puis lorsqu'on aura le résultat l'avis du jury, vous pourrez voir sur mon blog si effectivement quelle a été la réponse du jury. Donc alors on va voir si on arrive à... Est-ce que vous pouvez réagir par chat et me dire ce que vous pensez, enfin nous dire ce que vous pensez de ce visuel? Donc c'est pour les distributeurs alimentaires dans les couloirs du métro, avec voilà, bon, tout a été habillé en vert, hein, et puis ce slogan « L'écosystème fait partie de notre monde ». Ici, à Lille, ce jeune homme qui tient... Mathieu, à Lille, oui, nous avons deux personnes qui écoutent là dans la salle et qui disent voilà, moins. Donc ça ne respecte pas. Moins. Alors effectivement, ça fait partie, je pense, d'un exemple assez caricatural où on a non seulement la couleur verte et on a en plus un visuel qui utilise l'image de la planète Terre et un slogan qui est tout à fait creux et voilà. Donc je serais tout à fait surpris si cette campagne, enfin ce visuel en tout cas, n'était pas considéré comme un manquement aux règles déontologiques. Alors parfois, c'est pas aussi simple que ça. Donc je passe à l'exemple suivant, qui est la page 44. Donc vous verrez aussi, c'est l'occasion de présenter des exemples qui ont des formes publicitaires différentes. Donc tout à l'heure, c'était sur un panneau lumineux dans un lieu public. Là, il s'agit d'un email commercial envoyé à quelqu'un qui a ensuite transféré son message, qui en a parlé sur les réseaux sociaux, qu'il a transféré à Valérie, à moi-même, où on disait « Monsieur Untel, en vélo, ce serait bien, mais on a mieux à vous proposer. Hop, pourquoi est-ce que Zoé ne vous emmènerait pas au travail ?» Moi, je fais des signes que les personnes qui sont là font. Je tiens à le signaler. Donc là non plus, ça ne respecterait pas les règles de déontologie. Alors, effectivement, c'est l'ADEME qui a porté plainte. Valérie était bien placée pour le savoir. Cette plainte a été jugée fondée parce qu'il y a un dénigrement de l'utilisation du vélo. En tout cas, on s'appuie sur, on dit en voiture c'est mieux que le vélo, alors que le vélo est quand même un des moyens de transport alternatif qui est à privilégier en milieu urbain et qu'il n'y a pas photo entre les deux sur un plan environnemental et même de santé publique. Juste un petit point là-dessus. Donc effectivement, c'est plutôt des moyens. Oui. Je tiens à signaler que la marque, Renault en l'occurrence, a reconnu que, disons, là aussi, le stylo avait ripé sur le titre du mail. Et vous voyez, le diable se cache souvent dans les détails parce que si vous regardez bien la publicité, c'est pas à cet endroit-là qu'on peut s'en apercevoir, c'est vraiment le titre du mail qui va poser problème, enfin de l'emailing. Donc voilà, c'est ça aussi l'exercice qui est proposé là par Mathieu, c'est d'être vigilant même sur des choses, parce que c'est toujours un moment où on va vouloir faire un bon mot pour pouvoir attirer l'œil, et c'est là où on a le plus grand nombre de risques. Voilà, mais je tenais quand même par équité à signaler que Renault l'avait reconnu voilà, de lui-même. Oui, ça c'est important parce que une recherche là que je suis en train de réaliser démontre que le nombre d'entreprises qui reconnaît avoir fait une faute est quand même assez limité et que souvent c'est plutôt
une position affirmée de dire non, on fait des tas de choses et on a le droit d'utiliser ce vocabulaire-là ou ce visuel-là. Donc c'est intéressant de signaler quand une entreprise reconnaît qu'elle a fauté quelque part. Et je pense que cet exemple illustre aussi la difficulté qu'il y a à coordonner l'implication d'équipes qui font des métiers différents. Donc on va avoir une équipe qui va concevoir le visuel et la campagne à proprement parler, et on a certainement une autre équipe, voire un prestataire qui s'occupe de l'emailing. Je pense que la personne qui a rédigé l'objet du mail n'est pas celle qui... Enfin, en tout cas, les équipes sont différentes. Donc, ce qui peut expliquer aussi ce décalage dans le document final, quoi. Alors, sur la slide suivante, il s'agit de vidéos, donc dans un écran, un écran qui est disposé dans un magasin de la marque Kousmiti et qui présentait le partenariat entre Kousmiti et le WWF et qui affichait donc un thé pour protéger les tigres sauvages, pour la Saint-Valentin, dévoiler votre côté animal, protéger avec nous les tigres sauvages, 1 € par boîte est reversé à l'association, et découvrez notre nouvelle recette bio, Chai of the Tiger, et une plantation éthique et engagée. Alors je ne sais pas s'il y a des chats en direct, parce que moi je ne les vois pas passer, mais au moins Valérie, tu as 2 personnes dans la salle et tu peux les interroger. J'interroge ces dames. Pour vous, ça respecte. Alors, c'est partagé. On a un 50-50. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut faire appel à un ami. Mathieu, est-ce que tu... et Magali, l'un d'entre vous peut-il répondre? Alors, Magali, je ne sais pas si tu veux répondre, parce que tu connais aussi le cas très bien. Hein. Sinon, je vais enchaîner. Oui, Mathieu, oui, je te laisse répondre, pardon. D'accord, très bien. Donc effectivement, ce cas-là a été considéré comme un cas de greenwashing par le jury d'anthologie publicitaire, où effectivement l'allégation un thé pour protéger les tigres sauvages a été jugée comme globalisante. Le partenariat est effectif, hein, il n'y a pas de mensonge sur le partenariat, mais c'est vrai que l'achat du thé contribue au soutien d'un programme qui protège les tigres sauvages. Voilà. Mais le thé lui-même, on ne peut pas dire directement ça. Et ensuite, moi, je ferai une deuxième remarque qui est l'utilisation d'un label bio qui n'est pas le label. Alors, selon les visuels, on a soit le label AB européen ou français standardisé, soit un label maison. Et dans ce cas-là, là, on est plutôt dans la confusion, l'introduction d'une confusion auprès du consommateur. Pourquoi ne pas utiliser tout le temps le label officiel pour le valoriser? Voilà. Alors, sur la slide suivante, il s'agit d'une publicité du groupe Orano. Vous savez, c'était Areva auparavant. Et Orano a fait une campagne d'insertion presse fin 2019 où ils affirmaient « nucléaire et non, on ne réchauffe pas la planète », avec un visuel de tour aéro-réfrigérante. Et en dessous, il y avait marqué « la preuve, selon les chiffres du GIEC, le nucléaire émet 40 fois moins de CO2 que le gaz ». Et il y avait un lien vers un site web qui reprenait ce visuel avec des éléments complémentaires provenant des études du GIEC. Mesdames, il y a doute, il y a discussion là pour le moment à Lille pour savoir si oui ou non cette publicité contrevient ou pas aux recommandations de développement durable. Est-ce que les étudiants de l'ISCOM veulent réagir? Je les vois lever la main. Ah bah, qu'ils y aillent. Voilà, il y en a un qui se lève. Allez-y. Bonjour. Alors nous, du coup, concernant cette pub, on met un moins. D'accord. Parce que déjà, le nucléaire est très polluant pour la planète, alors c'est un peu... il prône un peu l'inverse, là, donc ça nous choque un petit peu. C'est contradictoire, en fait, à ce qu'ils vendent. D'accord. Alors, c'est ça souvent qu'on retrouve dans ces publicités pour des acteurs de l'énergie.
en particulier sur le nucléaire, sur le pétrole. C'est-à-dire qu'on va avoir une réaction de consommateurs sur l'ensemble de leurs produits ou services. Mais les règles déontologie publicitaire, elles s'appliquent sur le message lui-même. Et là, le message, il n'est pas sur notre industrie est propre, c'est le nucléaire. Alors eux, ils disent ne réchauffe pas la planète. Donc en gros, alors eux, ils disent ne réchauffe pas la planète. Et donc il y a bien une faute. Il aurait fallu dire réchauffe très peu la planète ou contribue très peu au réchauffement climatique. Mais donc là, l'erreur, elle provient de l'argument qui est globalisant, ou en tout cas on dit que c'est zéro, mais peu n'est pas zéro. Par contre, on ne peut pas retoquer cette publicité parce qu'on prend en considération les déchets ou le risque d'accident, etc. Il faut se focaliser sur le visuel, l'argumentaire précis. Magali, je ne sais pas si tu veux réagir là-dessus. Oui, vous m'entendez ? Oui. Oui, enfin, sur cette campagne, pas précisément, mais d'une manière générale, c'est vrai que en fait, c'est la publicité qui est analysée, donc que le contenu du message, et effectivement, en regard de l'ensemble du message, à la fois le visuel, l'argument qui est utilisé. Et souvent, donc, comme l'a dit Valérie et comme l'a dit aussi Mathieu, souvent on retrouve des exemples où ce sont des allégations globalisantes, c'est-à-dire que effectivement il a été oublié de nuancer le propos, donc contribuer à effectivement ça nuance le propos et ça permet de relativiser l'allégation, et une allégation qui bien sûr doit reposer sur des éléments de preuve quand même au départ. Voilà, ça c'est un des points principaux. Oui, sur cette campagne, il y avait un effort alors, l'objectif d'Orano, c'était de contrer un certain nombre d'idées reçues, et ils se sont appuyés sur les chiffres du GIEC qui sont incontestables, mais c'est vrai qu'après, il y a un raccourci qui est fait au niveau du slogan, et qui est pas, voilà, qui débordait les règles fixées par la profession. On verra un autre exemple un peu plus tard de la même campagne. Slide suivante, vous avez un visuel du groupe EDF qui était titré l'électricité bas carbone, c'est central. Alors attends, on va faire voter Lille et l'ISCOM se prépare. Alors côté Lille, on est partagé pareil pour 50-50, la moitié dit ça respecte pas, l'autre ah non ça y est, ça a emporté, le non l'emporte, ça ne respecte pas. Et côté ISCOM ? Charlie, vous nous faites quoi comme geste? Ça respecte pas non plus. Très bien, c'est beaucoup plus facile comme ça, on en est là. Mathieu, est-ce que tu peux nous décrypter tout ça? Oui. Ça peut être 50-50, hein. Ça peut être 50-50. Enfin, en tout cas, dans ce visuel-là, ce qui a été reproché, c'est l'utilisation de l'image d'une cascade naturelle pour représenter une tour et un réfrigérant. Donc, on est dans le cas où on a représentation du produit par un élément naturel, et c'est ça qui a été reproché à ce visuel. Donc, qui a effectivement été classé comme non conforme. Alors, je vais passer un petit peu, je vais vous donner quelques exemples parce que le temps passe. La diapo suivante, donc ça c'est pour un producteur, un fournisseur d'énergie suédois, Vattenfall, qui s'est lancé l'an dernier de manière massive en France et qui avait titré sa campagne « Notre objectif, une vie sans énergie fossile d'ici une génération », avec cet enfant en premier plan et derrière un champ d'éoliennes offshore. Je peux tout de suite conclure parce que le temps passe, que cette campagne a été jugée non conforme pour deux points essentiellement. Tout d'abord, un slogan qui n'était pas clair. Donc là, on est plutôt dans la catégorie des affirmations qui sont difficiles à comprendre pour le public. Qu'est-ce que ça veut dire une vie sans énergie fossile dans sa globalité? Et puis a été aussi reproché le visuel des éoliennes en fond.
Et quand on regarde la campagne qui a suivi, c'est la slide suivante, la slide 49, on retrouve le même jeune homme avec la même plage, mais derrière, il n'y a plus les éoliennes et le slogan a changé. Après notre objectif, une vie sans énergie fossile d'ici une génération, on a contribuons à une vie sans énergie fossile d'ici une génération. Et donc c'est intéressant de voir comme ça des vagues de campagne et de constater que l'annonceur prend en considération les remarques bien sûr de la RPP et du jury d'ontologie publicitaire et fait évoluer à la fois ses visuels et ses slogans. Mais c'est la question de l'accompagnement, Mathieu, peut-être qui est aussi mise en avant, parce que c'est vrai que c'est avant-après, c'est extrêmement pédagogique et ce sont des choses qu'on aimerait davantage mettre en avant. C'est aussi dans la présentation que Magali a faite tout à l'heure, dans sa partie sur l'exemple de Bombardier, qui était intéressant. C'est qu'est-ce que ça signifie cet apport en conseil de la part des juristes ou de la part des fois dans certains cas de sollicitations qu'on peut être amené à recevoir, toi Mathieu, moi ou autre, pour redonner un petit peu notre regard. C'est pas pour remettre en question, c'est parce que parfois il peut y avoir un doute et que c'est pas toujours aussi évident que ça. Et là, je trouve que justement ces exercices-là, on n'en a pas l'habitude, mais l'effet de les faire collectivement est particulièrement riche et permet de comprendre comment justement on peut analyser, on le regarde au regard de la recommandation. L'exemple suivant, page 50. Donc c'est une insertion presse, c'était la première fois, alors ça a plusieurs années, hein, mais c'était la première fois que la CAMIF communiquait communiquait tout court, faisait de la publicité. Et donc le slogan était une table basse qui fait 30 jours de cargo, 4 jours de camion, 3 heures de voiture, c'est moche. Une table basse qui ne fait que 5 heures de camionnette, c'est chouette. On avait un petit descriptif sur le visuel des caractéristiques de cette table basse et puis un QR code qui nous renvoyait à un site web où on pouvait rencontrer la PME qui fabriquait cette table basse donc à proximité. Donc là, est-ce que tu as des réactions dans la salle, d'un côté ou de l'autre, côté des étudiants ou côté... Alors côté Lille, je côté peux te CCI. dire qu'il y a vraiment un doute dans le regard qui passe. Côté ISCOM, Charlie, vous pensez quoi avec vos amis? Ah, pour vous, ça, la reco-développement durable, il n'y a pas de problème de ce côté-là de la salle. Et nous, on dit quoi? Alors, c'est très intéressant parce que c'est une analyse très rationnelle par rapport à une empreinte carbone où 30 jours de cargo versus 5 heures de camionnette, ça pèse moins lourd en termes d'empreinte carbone. Il y a quand même 4 jours de camion. Mais voilà, et donc là-dessus, ça génère du coup le doute quant à cette publicité. Donc voilà. Bah, Mathieu, est-ce que tu pourrais nous délivrer de ce suspense insoutenable? Celle-là, j'ai pas de réponse formelle au sens où elle n'a pas été soumise en jury, voilà, donc elle n'a pas fait partie d'un bilan, donc je ne saurais pas dire. Je ne sais pas si Magali avait vu passer cette annonce le moment venu. Moi, d'un point de vue personnel, je trouve qu'elle est intéressante et qu'elle respecte, et au contraire qu'elle aborde. Elle ne dit pas qu'il n'y a pas d'impact, mais elle compare des impacts et elle dit que, en plus avec un ton humoristique, donc pour moi c'est plutôt un exemple positif. Oui, en fait c'est une comparaison qui paraît être justifiée d'ailleurs. En dessous, je n'arrive pas à lire ce qui est indiqué, mais je pense qu'il y a des éléments qui précisent, qui explicitent. Oui, c'est le lieu où est fabriqué, où est implantée la PME qui la fabrique, et voilà. Donc c'est forcément moins émetteur en tout cas. Puis on remarque aussi l'effet d'éco-conception de la publicité où on a essayé de ne pas générer de la plaque couleur à outrance. Voilà, on reste sur une certaine sobriété en termes de visuel également. De toute
à fait. Donc c'est intéressant de remarquer ça. La pub a été aussi éco-conçue. Donc slide suivante, on a un autre exemple de la Camif. Donc c'est une petite vidéo, vous pouvez la trouver sur YouTube, hein, et elle passe actuellement encore sur les écrans. Donc c'est Camif, il y a une série de vidéos. Nos meubles aussi penseraient très fort à demain. Et le slogan c'est: je suis une housse de couette en coton bio, plus respectueuse de l'environnement. Je suis très douce, mais je vais vous parler franchement, je ne suis pas du genre à dormir avec n'importe quel lit. Il faut qu'il ait les mêmes valeurs que moi pour que ça marche entre nous. Voilà, donc là aussi, une approche intéressante avec de la nuance dans le propos, hein, plus respectueuse, on ne nous dit pas que c'est respectueux, et puis un brin d'humour, et voilà, donc ça fait partie des exemples plutôt positifs. Et c'est important aussi dans notre travail, hein, de présenter des campagnes actuelles et qui respectent les règles pour montrer qu'on peut faire de la pub aujourd'hui de manière beaucoup plus responsable. La diapo suivante, donc vous avez deux enfants qui jouent au Lego dans le compartiment congélateur du frigo, et le slogan: on pardonne tout à leur créativité. Alors ici c'est une voilà, je vois les étudiants de l'ISCOM qui nous disent... ils disent non. Hein. Voilà. Et l'ISCOM, pareil? D'accord. Donc effectivement, oui, là c'est... Sur quel fondement ils disent non? Ce qui est intéressant, c'est de savoir sur quel fondement, parce que jusque-là, on était sur les vocabulaires, mais là, maintenant... Alors, sur quel fondement? Sur le truc qu'on incite à un mauvais comportement. Lequel? Celui de Parfait. Elles sont parfaites ici. Hein. Donc, on laisse ouvert en grand le compartiment glace de ce congélateur-réfrigérateur. Et voilà, et donc on banalise un comportement où on peut gaspiller l'énergie à tout va. Et puis en plus, ce frigo est particulièrement mal entretenu puisqu'on a plein de glace autour. C'est pas beau. Même pour jouer à la banquise, il fallait un peu qu'il y ait de glace autour, sinon c'est moins marrant. Donc effectivement, c'est ça. Donc je vous propose je pense que vous aurez accès à la présentation sous un autre format. Vous pourrez voir les autres exemples, on va les balayer rapidement. On avait un autre exemple, page 53, de promotion d'un scooter au détriment de l'usage des transports en commun. On avait un petit film qui est dans le bilan 2020 qu'on vient de publier. Donc là, vous pourrez aller trouver les explications, où on a une utilisation d'un argument un peu globalisant. Et les chants d'oiseaux aussi. Oui. Voilà, les chants d'oiseaux, et on ne comprend pas très bien le lien entre le produit qui est proposé et la protection de l'environnement. Page 55, ça c'était intéressant parce qu'il s'agit d'une publicité. Ça, vous pouvez trouver l'exemple sur le site du JDP, un des derniers avis qui a été publié. C'est une publicité sur un téléphone portable où Benetton faisait la pub de vêtements naturels, éco-responsables, recyclables. Et en fait, quand on arrive sur la page, on n'a pas d'explication. Voilà, on a des produits conventionnels. Et donc, il y a vraiment un message publicitaire qui est abusif. Et donc là, le JTP a effectivement jugé que la plainte était fondée. Page suivante, c'est la Maïf, hein, qui avait fait une insertion presse sur pourquoi privilégier des pièces automobiles recyclées. Et ça, c'est un exemple que je voulais présenter parce qu'on a un cas de publi-reportage. On a vu dans le précédent bilan qu'il y avait eu de nombreux publi-reportages où le vocabulaire était globalisant et où donc la publicité en question était classée en manquement ou en réserve. En tout cas, c'était une non-conformité. Dans ce cas-là, c'est un bon exemple parce que le vocabulaire est mesuré, on nous explique bien ce qui est fait, et c'était intéressant de montrer qu'on peut bien sûr faire des publi-reportages qui respectent les règles. Page suivante, je vais passer, c'est un autre exemple de dénigrement des transports collectifs avec cette image de personnes enfermées comme des sardines dans une boîte. Et puis page 58, on avait un autre visuel de cette campagne Orano où là, ce qui était plutôt en cause, c'était le visuel de 3 poubelles de tri, une pour les cartons, une pour le verre et au milieu une pour le recyclage, comme si il était aussi facile de recycler le combustible nucléaire ou les centrales nucléaires et le verre et les cartons. Voilà, donc là, il y avait un message qui était trompeur sur l'aspect visuel. Page suivante,
Il s'agissait d'un exemple tout récent aussi, donc là que vous pourrez trouver sur mon blog, hein, sur Uber. Et là, c'était plutôt, voilà, il me semblait qu'il ne s'agissait pas d'un cas de greenwashing. Je vous laisserai juger et éventuellement réagir sur mon blog. Voilà, je passe la suite. Et donc on arrive à la page 63. Simplement pour donner la parole aux étudiants de l'ISCOM, si vous avez des questions, et dans la salle, n'hésitez pas à réagir aussi. Il nous reste 10 petites minutes. Alors rebonjour. Alors du coup, nous, on a 2 questions pour vous. Vous nous entendez? Oui, tout à fait. Oui, ok, très bien, on n'entendait plus rien. Alors du coup, la première question, c'est comment le consommateur peut-il faire la différence entre des valeurs réelles d'engagement, alors que le greenwashing est de plus en plus présent et peut parfois passer inaperçu pour des individus non avertis? Le problème, c'est qu'il ne peut pas. C'est très difficile de voir la différence, à moins de réaliser des enquêtes à chaque fois que vous voyez une pub ou sur un packaging de produit, que vous allez lire tout ce qui est marqué en petit, que vous allez aller sur le site de l'annonceur en question, regarder concrètement leurs engagements, ou que vous allez consulter des articles spécialisés qui traitent des engagements de ces annonceurs-là. Donc c'est très compliqué de faire la différence entre une marque qui est réellement engagée et une marque qui fait comme si elle l'était, et qui nous laisse à penser qu'elle l'était, d'où cette nécessité de faire connaître et de faire respecter les règles déontologiques pour que une marque qui est en train de s'engager n'ait pas un discours du même niveau qu'une marque qui est bien plus avancée sur le sujet. Très bien. Juste peut-être un petit complément peut-être. Moi, je trouve particulièrement intéressant aujourd'hui, on voit se développer un certain nombre de, ça fait un certain temps déjà, de programmes d'éducation à la publicité. Je pense notamment, Magali, tu me diras si je me trompe, mais à Smart Pub Malin ou à des choses comme ça qui sont développées, qui sont des programmes qui permettent que dès le plus jeune âge, le sens critique vis-à-vis de la publicité, vis-à-vis aussi des médias, permettent justement d'avoir conscience et de connaître la façon dont on peut analyser tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas ou qu'on est réfractaire à la publicité, ça veut juste dire qu'on en comprend et qu'on en décode les éléments importants. Et dans la question de la pédagogie, on voit bien que si on n'est pas éduqué dès le plus jeune âge, on va finir par absorber et par gober tout un tas d'informations et qu'on ne saura pas différencier le bon grain de l'ivraie. Et voilà, et donc d'où un effort particulier à faire en termes d'éducation. Oui, ce sont des programmes, c'est intéressant parce que c'est adapté évidemment en fonction de l'âge. Évidemment, c'est sans marque, mais il y a beaucoup d'exemples. Et on l'a vu aujourd'hui, les exemples, c'est majeur pour comprendre les règles. Donc, d'où les bilans d'application des recommandations qui ont cet intérêt pédagogique, d'où les avis du jury aussi, hein, puisque sur le site du jury, vous pouvez lire évidemment ces avis, mais vous pouvez consulter les publicités. Donc, ça permet toujours de s'enrichir avec ces illustrations concrètes. Très bien. La deuxième question ? La deuxième question, c'est quelles sont les mesures mises en place par les organismes de régulation au niveau des sanctions, notamment pour des campagnes réalisant du greenwashing? Là, je laisse Magali répondre. Oui, alors les organismes d'autorégulation, c'est l'ARP en fait. Hein, donc c'est l'ARP avec les instances associées au dispositif de régulation professionnelle concerté. Donc l'autorégulation, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire c'est l'élaboration en commun des règles. Donc, mais c'est aussi une obligation donc reconnue par tous de les respecter, puisqu'il est confié à la fois à l'ARP et au jury de déontologie le soin justement de veiller à la bonne application de ces règles. Donc on le sait bien, les marques souhaitent fidéliser leurs clients et certainement pas avoir comment dire, un impact négatif sur leur image, hein, parce que l'image c'est très important, c'est un coût très important sur la stratégie de l'entreprise de préserver cette image-là. Donc c'est ça en fait la sanction qui est proposée par l'autorégulation, sachant que
Pour longtemps, tout le monde nous dit mais ça n'a pas de coût. En réalité, c'est un coût de retirer une campagne, c'est un coût d'arrêter une campagne lorsqu'on délivre des conseils, parce qu'on les délivre à tous les stades de la création d'une publicité. Donc, et à tous les stades, c'est un coût de retirer cette campagne ou de la modifier. Ça peut aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. Donc, dans ce travail de préventif de l'ARP, ça a un coût. Dans le travail après diffusion de l'ARP et aussi par rapport aux avis du jury, de retirer les campagnes, ça a un coût certain, c'est-à-dire de les retirer, de les modifier, comme on a vu, puisqu'après on est obligé de refaire une nouvelle campagne. Mais ça a aussi un coût sur les lancements, la promotion, en termes d'image, bien sûr, de marque, mais si on s'est engagé justement à faire une campagne sur tel produit pour pouvoir le vendre, il faudra attendre de refaire une publicité pour pouvoir justement faire la promotion de ce produit. Donc, c'est un véritable aussi coût financier. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Très bien, merci. Valérie, tu as des questions de ton côté? J'ai une question pour les étudiants de l'ISCOM. Moi j'ai une question pour vous, oui, côté ISCOM. Est-ce que ce sont des sujets que vous étudiez déjà beaucoup? Est-ce que c'est intégré dans votre cursus? Est-ce que ça occupe une part importante? Est-ce que ça génère du débat que toutes ces questions autour du greenwashing? Alors, c'est pas un sujet à proprement parler, mais c'est un sujet qui peut intervenir dans le cadre des différents cours qu'on peut avoir. Il faut savoir que nous, on a débuté notre année avec un challenge sur Greenpeace et sur comment sensibiliser les jeunes aussi à tout ce qui sont éco-gestes, etc. On étudie aussi la communication éthique et responsable. Donc du coup, c'est des sujets qui vont être amenés à venir au cours de notre année. Merci, je pense que c'est important de le signaler, parce que c'est vrai que vous serez les professionnels de après-demain matin, et que donc votre formation, elle est indispensable pour que justement, au sein des organisations dans lesquelles vous serez, et quelles qu'elles soient, justement ces éléments-là fassent partie intégrante de votre corpus de connaissances. Et nous, par ce type d'atelier que Magali, Mathieu ou moi, on peut faire, on trouve que c'est avec vous, en discutant, en essayant de faire avancer les choses en matière de formation, peut-être aussi en mettant à disposition des guides d'information ou tout simplement le guide de la communication responsable qu'on vient de sortir. Je ne sais pas si on en a un visuel, je ne l'ai pas avec moi, c'est très moche. Dans une slide après, il sera présenté. Alors parfait. Et là aussi, pour pouvoir accompagner les étudiants, mais pas que, également les professionnels de la communication, les professionnels de la RSE, dans leur appropriation de ces questions liées à la communication responsable. Voilà, merci Valérie. Donc je vous propose de passer à la dernière partie de cette conférence, donc slide 64 sur les ressources pour aller plus loin. Et parce que justement, vous avez vu, c'est un sujet qui est sensible dans l'actualité et pour lequel vous avez un certain nombre de publications ou de sites web qui peuvent vraiment vous aider à approfondir. Et le premier, Valérie vient d'en parler, slide suivante, donc c'est le guide de la communication responsable de l'ADEME. Donc l'objectif, c'est d'accompagner tous les acteurs, à la fois com, marketing et RSE, publics ou privés, étudiants ou professionnels chevronnés, les accompagner sur l'adaptation de la fonction communication aux enjeux de la transition écologique. Et ce guide papier complète le site ADEME sur la communication responsable. Le guide, page suivante s'il vous plaît. Le guide est structuré en deux parties. Vous avez une grille de lecture des enjeux, de leurs impacts sur la communication, et vous avez toute une partie avec des conseils pour préparer les messages, donc pour prolonger ce qu'on a fait là sur la question du greenwashing, et concevoir autrement les actions. Donc comment est-ce qu'on peut éco-socio concevoir une édition, un événement, un dispositif numérique ou une production audiovisuelle. Voilà, ça, le guide de l'ADEME, c'est une première ressource qui vient juste de sortir, donc c'est vraiment essentiel. Slide suivante, vous avez aussi une production de l'ADEME qui est le guide anti-greenwashing qui est en ligne et vous pouvez tester vos messages, que ce soit des messages institutionnels ou des messages plutôt orientés produits et services. Donc c'est un site qui est entièrement gratuit, donc, et le guide également, donc n'hésitez pas à y aller.
Une autre ressource, on en a parlé tout à l'heure, c'est le bilan publicité environnement, donc qui est publié à peu près tous les 2 ans. Donc là, vous aurez des exemples très concrets avec rangés par les manquements et les réserves par type de non-conformité. Et ça vous permet d'approfondir votre connaissance de la recommandation de développement durable. Vous pouvez également, slide suivante, solliciter l'ARPP, donc dans tous les conseils avant diffusion dont parlait Magali tout à l'heure, et puis consulter les avis du JDP qui sont sur le site du jury de déontologie publicitaire, où à chaque fois vous avez la plainte, l'argumentaire de l'annonceur, voire de l'agence, et puis l'avis du jury et le visuel incriminé. Et enfin, vous avez mon blog circom.fr sur lequel vous trouvez aussi des analyses, des exemples positifs ou négatifs de campagne et l'actualité sur le sujet de la communication responsable. Voilà, nous arrivons au terme de cette conférence. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie Valérie Martin de l'ADEME et Magali Jala de l'ARP d'avoir participé à cette conférence. Merci. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne suite de World Forum. Voilà, bonne continuation. Au revoir à tout le monde. Merci, au revoir. Merci Discom. Au revoir. Merci mesdames et messieurs.